Leaders dans leur secteur à l'étranger, ils restent toujours tournés vers la RDC. Mais qu'en pense-t-il ? Top Congo FM 88.4, première radio d'information en République démocratique du Congo. En direct de la diaspora. Élu plusieurs fois en Belgique, conseiller communal, député et sénateur, je reçois ce mardi 7 septembre Bertin Mampaka, l'ancien vice-président du Parlement bruxellois. Top Congo FM 88.4, première radio d'information en République démocratique du Congo. En direct de la diaspora, ce mardi, avec vous, Bertin Mampaka, bonjour. Bonjour Christian Lusakweno et Top Congo. Merci d'être avec nous. Candidat CDH en 99 à la Chambre des représentants, élu conseiller municipal à la ville de Bruxelles en 2000, 2004 élu député de Bruxelles et adjoint au bourgmestre de la capitale belge, sénateur de 2013 à 2020. En tout cas, on peut dire que vous avez été 4 fois élu conseiller communal, 4 fois élu député, 2 fois échevin, 2 fois sénateur, 2 fois élu vice-président du Parlement bruxellois. Bertin Mampaka, baobab africain de la politique belge? C'est un combat que nous avons commencé pour que les auditeurs de Top Congo et les Congolais tout simplement comprennent. Avec Christian Lusakweno, qui était à l'époque sous les 105.4, nous étions fixés comme objectif de pouvoir mobiliser la diaspora congolaise et africaine pour pouvoir participer à la gestion de la chose publique, car tous convaincus que d'ici de la diaspora, on pouvait participer au développement du Congo dans la position et à l'endroit où nous étions. Donc, je peux dire que... Résumons que quand on est élu belge, on n'est pas élu pour le Congo. On est d'abord élu pour la Belgique. Tout à fait. Pourquoi vouloir être élu belge en Belgique? Vous, Congolais? Moi, Congolais, d'abord, c'est une question d'opportunité. Donc, dans ma circonscription électorale, c'est-à-dire seul mon père était parlementaire, je précise Kalanga, Demba, il y a Médard Moulangana, Modeste Motinga, plus le Bouanakaboué, toute une série de cousins qui étaient en position de pouvoir prétendre à une carrière locale. Je me suis dit que si j'allais là-bas, il y aurait trop d'embouteillages, donc j'allais pouvoir finir par me disputer avec mes cousins. N'est-ce pas? J'ai une petite cousine d'ailleurs qui est élue, Elisabeth Mbombo, qui siège à la Chambre des représentants. Et puis je me suis dit qu'il y avait un challenge. Le challenge, c'était celui de faire participer les Africains là où ils vivaient. Parce que je suis de la génération de ceux qui se disaient nous allons retourner au Congo. On terminait les études, on essayait de préparer son conteneur, sa voiture, sa télévision, ses meubles pour repartir. Mais le temps passait, n'est-ce pas? Et puis les enfants grandissant... Pourquoi ne pas être rentré à ce moment-là? En ce moment-là, je dois avouer que je ne suis pas rentré parce que j'estimais que je n'avais peut-être pas une grande plus-value à apporter là-bas, qu'il y avait un combat qu'il fallait faire ici. Rappelons que je commençais ma carrière politique en étant d'abord représentant du PDC des papas Iléo Songoamba, ici à Bruxelles, avec Justine Kassavubo, Omer Kamba, avec les gens de l'UFERI de Ngoz Kardibond. Nous avions mené ici la lutte pour la conférence nationale et pour une installation de multipartisme au Congo. Donc vous êtes en Belgique, vous impliquez dans la politique, vous êtes dans la politique congolaise. Tout à fait d'abord. Représentant PDLC ici, enfin un des représentants avec Albert Petit à l'époque. Albert Petit, mon grand frère que je salue. Et vous décidez que vous avez plus à apporter à une Belgique qui est développée qu'à un Congo qui ne l'est pas. Non, on estime, comme Ibrahim Sous de l'OLP le faisait à Paris, Ibrahim Sous était le représentant de Yasser Arafat. Et que quand Ibrahim Sous s'exprimait, c'est ce que j'avais dit d'ailleurs à André Bogoliko, un ami à mon père, président du PDC lui-même, je dis papa, vous pouvez, parce qu'à l'époque l'expression démocratique au Congo, avant la conférence nationale, était compliquée. Et je lui ai mis ce schéma sur la table en disant, vous pouvez avoir un porte-voix, un porte-parole sur Bruxelles pour pouvoir vous exprimer dans les médias occidentaux. Oui, ça c'était quand vous étiez au PDLC. Mais vous quittez le PDLC et vous décidez, vous l'avez dit, tout à fait, de faire la politique en Belgique parce que vous dites que vous n'aviez pas assez, ou vous pensiez ne pas avoir assez à apporter à un Congo qui avait besoin de tout. Tout à fait. Vous préférez vous impliquer dans une Belgique qui avait déjà tout. Christian Lusakweno, nous avons tous remarqué qu'il s'agisse de l'Afghanistan, de Kaboul, et pardonnez-moi de vous dire ce que je pense profondément. Je dis toujours, les élections en Afrique ne se gagnent pas toujours dans les urnes, ils se gagnent souvent dans le monde, dans le time, dans la libre et dans le soir. Je ne dis pas que c'est ici qu'il y a le pouvoir. Je me dis, il y a un travail à faire ici, y compris dans la libération économique de l'Afrique, n'est-ce pas, auprès des institutions, qu'elles soient européennes ou internationales. Bruxelles est la deuxième capitale diplomatique du monde après Washington, DC. Toutes les institutions sont ici.
il y a un enjeu stratégique à pouvoir fréquenter les 750 députés européens et toutes les représentations diplomatiques qui sont situées ici pour essayer de mieux vendre le Congo, de faire entendre les revendications de toute une série de citoyens et concitoyens africains ou congolais qui ne sont pas toujours entendus. Je fréquente énormément les représentants, si je peux dire, la classe, les différents ambassadeurs des différents pays situés sur Bruxelles. L'évolution de la politique, la diplomatie traditionnelle, je ne dis pas qu'elle n'existe plus, elle existe, mais il y a plusieurs formes de diplomatie. Donc je trouve que les ressortissants des pays d'Afrique que nous sommes, comme dirait mon ami et coach Jesse Jackson, n'est-ce pas, nous devons faire le relais entre nos pays d'origine d'où nous venons avec les démocraties occidentales qui ont toujours encore des choses à nous apporter, et parce que le monde devenu un grand village tel qu'il est aujourd'hui, il est impossible de dire on va se barricader en Afrique, ces gens-là nous ont colonisés, ils nous ont laissé un bilan qui n'est pas positif, qui est vrai en partie, etc., etc. Et il y a beaucoup d'ingérence, mais nous sommes dans un village, le monde est devenu un village aujourd'hui, il est nécessaire que nous puissions renforcer cette diplomatie, hein, c'est toujours ma conception, hein. Il est nécessaire que ça se fasse en parallèle. Donc une diaspora qui est président, elle doit pouvoir peser sur les décisions qui concernent son pays d'origine. Avant de revenir sur ce qui a été votre implication à la politique belge et aussi éventuellement politique congolaise, question perso. A-t-il été facile de construire son avenir en Belgique ? Je découvre que j'ai toujours fait partie de l'opposition dans ma vie. Je me suis toujours retrouvé du mauvais côté. Donc je suis un revendicateur, un combattant de naissance. Peut-être pas aujourd'hui. Aujourd'hui, le MR est au pouvoir. Aujourd'hui, c'est le MR au pouvoir. Et je suis en train de me battre à l'intérieur du MR. Et je remercie Georges-Louis Boucher d'ailleurs, Charles Michel, y compris Sophie Hilmers et tout le monde, Alexia Bertrand, ma chef de groupe, David Lester, que je ne peux pas oublier. La liste est longue, ils m'ont fait un tel accueil. Que le MR a décidé de s'ouvrir à la diversité, n'est-ce pas ? Très naturellement, ce parti qui est au pouvoir au niveau de l'Union européenne, qui va l'être demain, qui n'est pas menacé d'extinction, avec des personnalités, des dimensions internationales européennes, il est important pour nous, les minorités, et essentiellement les Congolais, n'est-ce pas, que nous puissions peser dans ce parti qui participe d'une manière directe ou indirecte à la... Je comprends votre position par rapport au MR, on va en parler. Question personnelle, je la repose. A-t-il été facile de construire son avenir en Belgique ? Car je suppose qu'il a été plus facile de décider de ne plus rentrer en RDC. Facile de construire son avenir en Belgique. Vous êtes étudiant, ou diplômé, représentant ou parmi les représentants d'un parti étranger. Vous devenez belge. Tout à fait. Et vous vous lancez là-dedans. Est-ce que ça a été facile ? Le premier jour, on m'a demandé dans le parti où j'étais en disant « Qu'est-ce que vous venez faire ?» Vous venez ici en Mercedes, vous êtes bien habillé, vous n'avez pas l'air de quelqu'un qui a besoin d'un travail ou d'un logement, parce que j'étais déjà professeur, n'est-ce pas ? Professeur de la cité. Voilà, à Mons. Une collègue, elle s'appelle Béatrice Fretter, je veux le citer, elle est à Uccle, elle me dit « Mais qu'est-ce que tu viens chercher ?» Je lui réponds « Je viens chercher le pouvoir ». Ça a été très mal perçu au départ, quand on rentre, qu'on est noir, qu'on est le premier, qu'on n'arrive pas pour demander un logement social ni pour un travail, n'est-ce pas ? Et que vous dites carrément en face aux Occidentaux qui sont en face de vous que je viens chercher le pouvoir. Je suppose qu'ils ne vous ont pas laissé faire. J'ai été victime d'un bashing médiatique réglementaire. Je viens de diffuser sur mon Instagram une petite vidéo où je suis en train avec ma collègue Els Ampe, qui représente le VLD, le Parti libéral flamand sous la ville de Bruxelles. Elle m'a fait une confidence. Bertin, c'était du racisme à ton égard. Quand des grands journaux titrent en première page que j'ai fait venir un marabout à l'hôtel de ville, à l'occasion de la publication d'Harry Potter, c'est du racisme. Je n'ai pas été victime d'un racisme commun, courant, mais d'un racisme médiatique violent, des cabales récurrents. Je dis, monsieur de Sakouena, entre nous, parce que vous abordez ce sujet-là, je suis un miraculé, un rescapé d'un système où j'étais supposé n'amener que quelques voix des partis traditionnels et disparaître. Donc, par la grâce de Dieu, je n'ai pas disparu. Et bien au contraire, ceux qui ont voulu prendre les voix des minorités africaines, congolaises et autres se sont retrouvés aujourd'hui avec une série d'élus subsahariens. Donc, vous y avez contribué avec le Congo d'une manière directe ou indirecte, mais je suis très fier de ce bilan. Oui, mais quand j'ai dit a-t-il été facile de construire son avenir en Belgique, vous m'amenez toujours sur la politique, alors restons-y.
fin des années 90, quand on prend des Africains et qu'on en met, il y en a eu beaucoup à ce moment-là, peu à la première élection de 99, je me rappelle, mais beaucoup à l'élection de 2000, vous n'êtes pas les faire valoir. Vous dites que vous allez prendre le pouvoir, mais vous n'étiez pas plutôt les faire valoir de ces partis politiques pour avoir... Tout à fait. C'est la règle du jeu que j'avais signée. Vous avez joué le jeu? Je jouais le jeu. Michel Lemaire, je les cite tous parce que si je mens, j'aime bien citer les témoins et interpeller les gens. Michel Lemaire, un député à qui je dois aussi une grosse partie de mon parcours, me dit un jour, « Ok Bertin, on va te mettre sur la liste. Si tu es élu, tant mieux pour toi. Mais si tu n'es pas élu, tu ne demandes rien. » Mais vous n'avez pas été élu en 99. Je n'ai pas été élu en 99, en 2000 j'ai été élu, n'est-ce pas? Et je réponds à Michel Lemaire. Je lui dis, Michel, mais si je suis élu, le fauteuil est à moi. Je serai député ou conseiller communal à part entière. Je ne serai pas un sous-fifre, n'est-ce pas? J'ai joué le jeu, non seulement j'ai été élu, et j'ai fait élire dans mon parti des Africains, des minorités, y compris des Maghrébins, y compris des Européens que j'ai soutenus également, à qui j'ai donné des carrières impressionnantes par le travail que j'avais fait dans la communauté subsaharienne. Nous avons mobilisé les minorités qui sont aujourd'hui plus sensibilisées en politique même que certains allochtones. Je revendique ce bilan en Christian Moussakouno parce que ce n'est pas toujours connu. C'est comme si c'était normal qu'on retrouve sur chaque liste de tous les partis traditionnels aujourd'hui des candidats bien situés. Il y a une députée européenne d'origine burkinabé aujourd'hui qui est arrivée longtemps après nous, qui est dans un parti dit parfois un peu communautaire, c'est-à-dire la NVA. Aujourd'hui, vous avez Germain Megamgongo, pour ne pas le citer, notre cousin d'origine rwandaise, qui est numéro 2 du PTB. Le PTB, c'est un gros parti en Wallonie. Nous avons commencé ensemble. Oui, mais hier, quand on fait appel à vous, c'est plutôt les Congolais connaissent bien l'élection sur les listes proportionnelles. C'était plutôt pour capter des voix, pour que ceux qui dirigeaient vos partis puissent, eux, avoir cette majorité, avoir ces postes. Gisèle Mandaïla au MR, ou à l'époque FDF, je crois, parti libéral, a été nommé ministre ou secrétaire d'État. Bertha Mampaka, qui faisait des voix, n'a jamais eu l'opportunité que vous cherchiez, si ma mémoire est bonne, d'entrer au gouvernement. Allez demander à André Kimbuta s'il préfère être ministre ou gouverneur de la ville de Kinshasa. Vous avez préféré donc ne pas être ministre? Non, j'ai pas préféré. Mais allez demander à André Kimbuta si un jour il s'est battu pour être ministre ou gouverneur de la ville de Kinshasa. Donc, je remercie Dieu. D'ailleurs, ma petite sœur Gisèle, son parti a réagi à mon élection comme député et à ma désignation comme maire adjoint de la capitale. S'il vous plaît. Je vais préciser qu'ils sont de Sakoué. Nous sommes à Bruxelles. Bruxelles a 19 municipalités ou communes, n'est-ce pas? Et 50 000 Congolais, Belges d'origine congolaise. Sur les 19 communes, plus ou moins, africaines. Sur les 19 communes, n'est-ce pas? Mais la ville de Bruxelles, qui à elle seule, n'est-ce pas, a le double des budgets d'une commune équivalente, c'est-à-dire la ville de Charleroi et de Liège, c'est-à-dire près d'1 milliard des frais de fonctionnement, 250 millions d'investissements chaque année, n'est-ce pas? Il y a à peu près 28 000 fonctionnaires qui tournent autour de la ville de Bruxelles, des hôpitaux Saint-Pierre, Bourgman, Bordet, en passant par l'hôpital des enfants. C'est un État dans un État, n'est-ce pas? Ne vaut-il pas mieux j'ai toujours dit que je n'ai jamais envié un ministre. Les ministres défilaient dans mon bureau, pas de Congolais. Les ministres belges défilaient dans mon bureau, n'est-ce pas? Le ministre de la Défense, par exemple, il doit demander l'autorisation à l'échevin de la ville de Bruxelles pour pouvoir faire le défilé du 21 juillet. L'ambassadeur des États-Unis, il vient boire un café dans mon bureau d'échevin pour que je lui donne l'autorisation d'occuper la moitié du parc pour le 4 juillet, jour de la fête nationale. Donc vous pensez que vous n'avez pas été que le faire valoir, vous avez pu... Je suis... En essayant de rester modeste, Christian, j'ai le sentiment quand même d'avoir exercé un pouvoir que peu de Noirs, je dis Noirs, dans ce pays ont exercé. Parce que Mabé pour soit congolais, pour moi, je suis la génération de ceux qui ont été quand même formés par le maréchal Mobutu, Misomakasi Ndokite. C'est-à-dire que échevin, je dirige. Je dirige, on me l'a reproché, pas à l'africaine. Efficacité, travail, les décisions, c'est moi qui les prends et j'assume les conséquences. Allez voir, on n'est pas ici pour mon bilan, mais allez voir le nombre de plaques d'inauguration inaugurées par Emir Kir, Freddy Tillemans, Bertin Mampaka.
Ça, c'était ma plus grande jouissance dans l'exercice du pouvoir au cœur de la capitale d'Europe. C'était le défi pour que nos enfants, vos enfants, puissent en être inspirés. Pour la troisième fois, je dis, quand je vois le nombre d'élus municipaux, quand je vois le nombre de jeunes aujourd'hui en politique africaine, en politique belge, n'est-ce pas, je me dis, je ne dis pas que l'objectif est atteint, je dis, ça n'a pas été vers ces efforts que nous devons faire. Vous avez réussi à changer le regard de la Belgique sur l'Afrique en étant vous-même africain impliqué. Est-ce que la plupart de ces Africains d'origine impliqués dans la politique belge n'ont plutôt pas, en ayant mis une croix sur leur pays d'origine, étaient plutôt versés dans la Belgique que le contraire? Non, je crois qu'il y a une plus-value pour nos pays d'origine, pour le Congo. Un exemple précis. J'ai milité pour qu'on puisse créer, nous sommes dans les bâtiments où se trouvait la coopération belge à l'époque, qui avait été suspendue. La Belgique est devenue première pourvoyeuse de fonds en matière de coopération au Bénin, suite à la dispute du maréchal Mobutu et des dirigeants belges. Nous avons, avec mes anciens collègues, créé, et Freddy Tillemans, à qui je dis merci d'ailleurs, créé l'échevelin de la coopération internationale. Aujourd'hui, il y a près de 200 municipalités belges qui sont impliquées au Congo à un niveau ou à un autre, parce que de la ville de Bruxelles, où j'ai rayonné beaucoup plus, j'ai pu faire venir toutes les petites associations africaines et congolaises, n'est-ce pas, qui étaient chacune mues par l'intention d'aller peindre une école à Kinshasa, à Abidjan, à Dakar ou à Conakry, etc. C'est devenu une tradition. Je pense que par cette position-là, l'ancien président Joseph Kabila, un jour, la dernière fois que je l'ai vu, d'ailleurs, c'est à la Youth, il m'a posé la question, quid de votre projet avec M. Kimbuta sur la coopération avec la ville de Bruxelles? Président de la République, il était très intéressé par rapport à une coopération des municipalités à municipalités. Je trouve que nos positions en Europe peuvent apporter le petit détail qui peut, soulager quelques milliers de personnes, même si c'est une coopération à la petite cuillère, au niveau, je veux dire, local, régional, communautaire. La grande coopération, bien sûr, étant la coopération bilatérale au niveau fédéral d'État à État, qui n'existe plus. Pour votre information au passage, le Congo a perdu sa place dans les enveloppes budgétaires, qui existent toujours, hein, n'est-ce pas? Mais c'est d'autres pays. Les moyens qui existaient, qui étaient envoyés au Congo à l'époque, n'est-ce pas, sont toujours détournés. Pas de la faute des Belges, mais suite à l'arrogance et au mépris de certains de mes concitoyens de ma génération qui, une fois traversé les tropiques, une fois qu'ils sont dans l'avion, ils arrivent à Kinshasa, ils choisissent comme rivaux, comme cible la Belgique, ce qui est une erreur, car la Belgique reste une plaque tournante de la diplomatie internationale, tout simplement, Covid ou pas Covid, nous devons avoir des amis ici. Les Congolais doivent avoir des amis ici pour pouvoir, rayonner aussi à travers le monde. Du fait de votre position, plusieurs fois élu, je l'ai dit, comment est-ce que vous expliquez que cette diaspora congolaise ici ne soit pas fédérée? Pourquoi est-ce que vous ne l'avez pas vous-même essayé? Alors, moi, je ne suis pas je dis toujours que je ne suis pas le plus crédible. Je n'étais pas en âge celui qui était le plus respectable. Donc, je fais partie de la génération des petits qui sont arrivés dans les années 80-79 pour être partis dans mon cas, n'est-ce pas? Nous avions des aînés, je ne jette pas l'opprobre sur eux, qui n'ont pas pris conscience que la communauté congolaise et africaine était en train de grandir. Il y a un footballeur qui s'appelle Norbert Lukalu, n'est-ce pas, qui a joué avec Mukuna Troué, avec les Raoul Lolinga, le papa de mon fidèle Aimé Lolinga. Que nous saluons. Voilà, que nous saluons au passage, et fidèle ami et lieutenant, ami plutôt que lieutenant, général, maréchal, si je devais lui donner des titres pour sa fidélité et son engagement discret dans ce combat. Ce monsieur Lukalu m'a dit, Mampaka, nous aurions dû le faire, nous qui sommes arrivés ici dans les années 50. Et ce monsieur m'a dit, nous n'avons pas été naturalisés. Nous étions des Belges, donc des sujets belges, d'outre-mer, ou quelque chose comme ça. Nous n'avons jamais été naturalisés. C'était à nous d'organiser l'arrivée de nouvelles populations issues de la diversité, essentiellement congolaise. Nous ne l'avons pas fait. Et il me dit, je veux vous soutenir. Nous sommes en 95 quand je fais un souper avec Philippe Mestat, vice-premier ministre, ministre des Finances, créateur de l'euro, n'est-ce pas, à Charleroi. Voilà, paix à son âme, un homme brillant, un golden boy, comme on dit en politique chez nous ici, qui a disparu, que je fais venir. Nous faisons
cette soirée, un drink à la table pour voir la place de la diaspora congolaise dans la politique belge d'ici. Quand M. Lukalou me dit « je vais vous soutenir parce que l'initiative est belle », nous ne l'avons pas fait. Je pense que la communauté congolaise dans la diaspora manque de sages au-dessus de tout soupçon. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de sages, mais des sages engagés, donc des gens qui se sacrifient pour l'intérêt collectif, pour régler des conflits, des médiations. Vous parlez d'hier, et sans jeter la pierre sur vos aînés, vous le disiez vous-même, mais aujourd'hui vous êtes de ces aînés. Qu'attendez-vous pour que cette diaspora s'organise? Pourquoi ne faites-vous pas en sorte que cette diaspora s'organise pour, on va dire, entre guillemets, mieux aider, en tout cas, aider plus structurellement? On parle de premiers contributeurs, diaspora première contributrice, ou parmi les plus grands contributrices au budget national, au développement du Congo. Alors, Christian Lusakweno, la question a l'air tout à fait évidente et c'est pas la première fois qu'on me la pose. Moi, je suis coloré. Je suis acteur politique libéral. En face de moi, j'ai des candidats des autres partis. Donc, si je prends l'initiative de vouloir fédérer mes concurrents ou adversaires politiques, n'est-ce pas, ils auraient raison de dire, mais Coco, tu nous appelles pour pouvoir un peu nous mettre à ton service. Donc, tant que je suis actif en politique par la grâce de Dieu, j'espère l'être encore peu de temps, je n'ai pas la qualité requise pour pouvoir être au-dessus de tout soupçon. Inch'Allah, si Dieu me prête vie et que je termine ma carrière un jour et que j'en ai les moyens, n'est-ce pas, je pourrai alors, en tant que sage, d'un certain âge, avec une certaine connaissance, j'espère que je dispose déjà, maintenant, la mettre au service d'une meilleure structuration de la diaspora congolaise au départ de Bruxelles, parce que si elle n'est pas organisée à Bruxelles, elle ne sera jamais organisée à Londres, ni à Paris, ni aux États-Unis, ni à Montréal, où se trouvent les autres Congolais. Ça manque terriblement, j'en ai souffert, parce que chaque Congolais que mes adversaires politiques dans mon propre parti ou dans le parti d'en face trouvaient sous la main, on le fabriquait, ils devenaient des espèces, comment on appelle, des kamikazes. Quand j'étais contre moi, allez vous exploser contre ma paca, et j'ai survécu jusqu'à présent, j'espère qu'elle m'apprira ce soir. Quel regard portez-vous sur ce qui se passe au Congo? Préoccupé. Préoccupé par l'état dans lequel le pays, où le président Félix Tshisekedi a trouvé le Congo. Il y a 2 ans et demi. 2 ans et demi, en effet. On découvre, et félicitations à M. Alinguité. Je dis, moi je l'ai surnommé Alinguité, il ne veut pas Aboy. Monsieur, je ne vous connais pas. Que Dieu vous bénisse dans votre travail salutaire avec le soutien bien sûr du président de la République. Quand on voit des ministres, des premiers ministres, des vice-premiers ministres, ce n'est pas des armes d'un général dont je parle, mais des millions du saccage collectif, de ce pillage, de cette mentalité. Et je dis à tous ceux qui nous représentent à Kinshasa comme diaspora, s'il vous plaît, Mosé Kabila, Laurent Désiré, un jour a fait venir la diaspora, on l'a surnommé la diasporie, n'est-ce pas? S'il vous plaît, ne jouez pas, ne participez pas à ce festin, faites un effort. C'est un sacerdoce. Il y a des générations qui sont sacrifiées, qui doivent travailler pour que d'autres vivent. La guerre 40-45, ici, il y a des familles qui ont perdu des enfants. Ils ont retrouvé leur liberté, sinon ils allaient parler allemand, n'est-ce pas? Ils étaient occupés. Le Troisième Reich était un régime organisé, structuré. Si les Américains n'étaient pas venus donner un coup de main, et les Africains d'ailleurs, je pense qu'en Belgique, on parlerait l'allemand, n'est-ce pas? Il n'y a pas eu que Churchill, d'ailleurs, il n'en avait pas le moyen de les empêcher. Donc il y a une génération qui est sacrifiée. Je considère que tous ceux qui sont actifs aujourd'hui, de 30 à 40 ans, doivent considérer qu'ils doivent oublier les rêves de s'enrichir, d'avoir 4 villas à gauche, à droite, des appartements à la Côte d'Azur. Ils doivent s'investir pour construire le Congo. Je conçois par exemple mal que les 3/4 de mes amis qui retournent au Congo, n'est-ce pas, s'installent à Kinshasa. Mais allez-y à Kinshasa, allez-y à Boma, installez-vous à Kisangani, à Bunia et Siro. J'ai été jusqu'à Aouzi. Il y a des choses à faire à Bunia. De Bunia jusqu'à Aouzi, il y a 400 km. 400 km en véhicule. Il y a des choses à faire. Et à force d'avoir déserté ce Congo, n'est-ce pas, d'une manière ou d'une autre, c'est normal qu'on retrouve des Chinois qui exploitent des minerais et des mines à l'insu au vu de tout le monde. On se pose même des questions s'il y a encore des habitants dans ces villages. Juste vous signaler que vous faites aussi partie de ceux qui ont déserté le Congo. Oui, attention. Moi,
un point important. Je ne peux pas vous laisser passer sous celle-là. J'ai choisi de soutenir la diaspora congolaise à Bruxelles, de la stabiliser, comme dirait un de mes collaborateurs, de leur donner des moyens pour qu'ils aient des revenus, pour que nous sortions du système de protection sociale, des minimex, l'assistance sociale, le chômage et consorts. Et ces Congolais-là, n'est-ce pas, avec le petit salaire malmené, arrivent à envoyer 100, 200 dollars à leur famille. Ça, c'est ma contribution, pas moi tout seul, mais vous parlez du milliard qui est transféré tous les ans, n'est-ce pas? Il fallait que ces gens-là trouvent un job ici, qu'ils aient des papiers. Pardonnez-moi de vous encenser, Christian Lusakwenou, en 99, 48 000 personnes régularisées ici en Belgique, qui ont obtenu des papiers, qui sont devenus belges aujourd'hui, qui ont un petit boulot, n'est-ce pas, hein, qui achètent une maison à Kinshasa, qui sont allés construire dans les Bazaïrs, à Lubumbashi, à Kananga, à Mbujima, etc., etc. Ça fait partie, je suis professeur d'économie, hein, donc dans la comptabilité, n'est-ce pas, il y a ce qu'on appelle les transferts. Donc il n'y a aucun pays au monde qui n'a pas l'argent de sa force vive, de la main-d'œuvre qu'elle a exportée, qui ne rentre pas dans sa comptabilité nationale. Donc, aujourd'hui, on se rend compte que dans la comptabilité nationale du Congo, ce poste est l'un des plus importants. Donc, sans être à Kinshasa, sans aller au Congo, c'est ce que j'aime beaucoup dire à mes concitoyens, qui ne sont pas toujours pour la présidence, c'est pour des postes importants. On n'a pas besoin d'être président de la République pour aider le Congo et encore moins aider les Congolais. On peut aider les Congolais en étant à Melbourne, en étant à Dubaï ou en étant ailleurs. Je suis convaincu, et un jour nous ferons vraiment un vrai bilan, n'est-ce pas, sur, comment dirais-je, la contribution réelle de la diaspora, même si elle n'est pas structurée aujourd'hui. C'est pour ça que j'en ai fait appel à vous qui êtes à Kinshasa. On n'est pas des concurrents, on n'est pas des ennemis, nous sommes complémentaires. Les gens de la diaspora sont supposés apporter une plus-value dans l'économie du Congo. J'ai dit au président Félix Tshisekedi, quand j'ai eu le plaisir et l'honneur de pouvoir le rencontrer, j'ai remarqué une chose, je peux me permettre de dire que j'ai vu Fachi Béton au Palais 12. Le Palais 12, c'est à la ville de Bruxelles. Donc, je vais même vous faire un aveu. J'ai conseillé au président Kabanda, André, ministre de la présidence, à l'époque, en disant, le président revient à Bruxelles. Il a vécu ici 35 ans. Et il aime bien dire, la Belgique aussi, c'est mon deuxième Congo. Vous n'allez pas organiser un petit dîner de 200 personnes. Il y a beaucoup de gens qui sont allés pour assister à son inauguration, comme on dit, qui n'ont pas eu l'occasion. Faites quelque chose de grand, comme nous faisions à l'époque du maréchal Mobutu. N'est-ce pas? Mais, Palais 12. D'où la grande rencontre du Palais 12 lors de sa première visite officielle. Un accueil chaleureux qui fait que le président, n'est-ce pas? Et je lui ai dit, pour tenir ma face, si vous me permettez, qu'il y a un enthousiasme de la diaspora congolaise, de Montréal en passant par l'Argentine, à vouloir participer à la reconstruction du Congo. Attention, tous ne viennent pas pour chercher du boulot. Et j'ai dit au président Félix Tshisekedi, ce n'est pas un secret, président, beaucoup des Grecs, des Portugais et des petits commerçants que nous voyons qui étaient boulangers à Isiro, n'est-ce pas, sont des gens qui ont hypothéqué leur petite maison d'Escarbec à 400 000 francs belges, pour la plupart, n'est-ce pas, pour entreprendre. Voilà. Oui. Euros. Belges, à l'époque. Ah, oui, c'était même pas le million. À Isiro. Oui, à Isiro. Et les investisseurs, Christian Lusakwenou, nous l'avons entendu dans l'économie, si vous me permettez, les investisseurs de demain, ce n'est pas le Pakistanais qui vient avec des babouches et qui chipote avec le comptable et les douanes et consorts, n'est-ce pas? Il vient pauvre. C'est le Congolais de 40 ans, de 50 ans, qui n'a pas assez travaillé pour avoir une retraite suffisante en Belgique, en France, à Paris, à Londres, qui, si le climat d'investissement est bon au Congo, vendra sa maison 400 000, 500 000 dollars, euros, pour retourner aller investir dans une activité et créer de l'emploi. S'il vous plaît, j'en avais parlé à mon ami Martin Chichambo, pas jadis. Les nouveaux investisseurs au Congo, il n'est ni portugais, ni libanais, ni pakistanais, même pas chinois comme vous croyez. C'est un Congolais. C'est un Congolais qui peut hypothéquer sa maison, qui a de la valeur 1 900 000, et dire je vais aller essayer d'investir 300 000. Créons un cadre, comme je dis au président, n'est-ce pas, et qu'il avait très bien entendu d'ailleurs, qui permette à ces gens de retourner. Regardez, depuis que le président Tshisekedi est au pouvoir, le nombre de gens qui vont visiter le Congo. Vous ne l'avez pas remarqué, les avions sont pleins. Aujourd'hui, le Congo, c'est une nationalité une et exclusive. Une proposition de loi en ce sens est en
discussion est en polémique et elle a le nom d'un ancien de la diaspora, Noël Tchani Modiamvita. Oui. Qu'en pensez-vous? Je connais bien Noël Tchani Modiamvita. Je l'ai suivi dès le balbutiement de son ambition pour devenir président de la République. Je ne dirais pas que je l'ai accompagné, mais enfin, nous sommes suffisamment amis et je le connaissais d'abord. Pour faire court et vite, Christian Moussa-Kono. J'ai écouté et lu aussi l'interview de Moïse Katumbi, que je n'ai jamais eu le plaisir et l'honneur de rencontrer. Monsieur Katumbi, faites-moi l'honneur d'aller boire un café. Je déplore que vous ayez passé 2 ans en exil à Bruxelles et que nous ne nous soyons pas vus. Il faut croire que ce soit moi qui n'ai pas voulu vous voir ou c'est vous qui n'avez pas voulu me voir. Alors, cher monsieur le gouverneur, qui réagit par rapport à la proposition de Tchani, qui dit que le Parlement congolais ne doit pas en discuter. Je suis parlementaire plus de 20 ans, comme vous voyez. Et Zalakate, ça n'existe nulle part au monde qu'un Parlement n'aborde pas un sujet. Mon petit cousin Béa Diallo, je dis cousin Diallo parce qu'il a un nom. L'ancien boxeur est aujourd'hui élu belge d'origine guinéenne. Il a une définition du parlementaire qui dit un parlementaire ça parle, ça ment ou ça se tait, n'est-ce pas? Mais un parlementaire ça parle. Moi je suis professeur et parlementaire, c'est ce qui explique un peu ma volubilité et quelques difficultés. Moïse Katumbi, il n'y a pas une place dans le monde où on dit on n'inscrit pas un point à l'ordre du jour. Claudel Loubaya, vous qui êtes là dans les parlements, le point doit être discuté dans une assemblée. Un député prend le temps d'aller voir les gens qui sont en face, de lui dire que de père et de mère, ou de père et de mère, c'est exclusif. Nous avons tous 2 enfants dans la diaspora. Et Dieu sait, je suis le meilleur comptable de l'évolution de la diaspora congolaise, africaine, au cœur de la capitale d'Europe, n'est-ce pas? Nos enfants se marient avec les gens de toute autre origine, sans compter nous-mêmes qui avons fait des enfants avec des gens de toute origine. Oui, l'argument de Moïse Katumbi qui consiste à dire « vous avez 9 voisins », si on dit « de père et de mère », n'est-ce pas, il y a une grande exclusion. Mais Moïse Katumbi, Claudel Loubaya, rentrez au Parlement. Faites comprendre à vos amis qui ont des enfants, parce que s'ils votent de père et de mère, c'est beaucoup de gens qui sont exclus. Il y a 2 lettres Christian Moussa-Kono qu'il faut changer. Au lieu de dire de père et de mère, dites de père ou de mère. C'est 2 lettres. Vous mettez la moitié des Congolais. D'accord. Et puis, je soutiens la loi Tchani. Pourquoi? Parce qu'on parle de la loi Tchani, nationalité, même si la liste de fonctions qu'on ne peut pas accéder quand on n'est pas de père et de mère ne cesse de s'allonger. Allez, Noël, raccourcissez la liste, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Gardez uniquement pour la présidence. Mettez de père ou de mère. Mais Noël Tchani va avec une proposition. Et c'est là que je le soutiens. De l'irrévocabilité de la nationalité congolaise. Christian Moussa-Kono. Émir Kir est bourgmestre de Saint-Josse. Il est turc. Christian Moussa-Kono, Rachid Matran est le président du Parlement, Zakia Katabi qui est député fédéral. Elle est marocaine. Il faut être débile pour aller dire Mampaka et sa bande, Mijane et je ne sais pas qui d'autre, ont acquis la nationalité belge, ils ne sont plus d'origine congolaise. Ce que je fais, tout en étant loyal à mes concitoyens belges de souche, qui m'ont instruit, qui m'ont donné le pouvoir que je n'ai jamais exercé dans mon pays d'origine, le Congo, n'est-ce pas? Ce que je fais pour le Congo, je ne dis pas que j'ai beaucoup fait pour le Congo, mais Dieu sait. Si tu as combien de Congolais na poto, Kabela Baninga, Congolais Misala na poto, Tilelo. Combien de Congolais donnent un job à un autre Congolais dans un pays qui n'est pas le sien jusqu'à aujourd'hui? C'est ma contribution, n'est-ce pas? Parce que, et le prix à payer, c'était acquérir la nationalité belge. Je ne veux pas parler de moi. Moïse Katumbi, Claudel Loubaya, est-ce que José Ndundu pose problème? Est-ce que Jean Bamanissa pose problème? Changer 2 lettres. Nationalité pour être président de la République, il faut être des pères ou de mères, n'est-ce pas? De mère ou de père, n'est-ce pas? Et couper cette liste. Ouais, chef d'état-major, je peux comprendre, n'est-ce pas? Moïse Katumbi dit aussi une chose qui m'a interpellé. Dans l'interview Jeune Afrique dont nous parlons. J'ai été pendant 10 ans le gouverneur le plus puissant
du président de Katanga, là, pour faire le Katanga, c'est le Texas. C'est la Californie. Je pense que Moïse Katumbi a fait preuve d'être un homme d'affaires très habile. Le Congo a besoin des hommes d'affaires, j'ai dit des hommes d'affaires, de la trempe de Moïse Katumbi. Il en faut 50, 200, pour que l'impiodi, pour que les bibemadou, là, comme on a appelé dans ma génération, c'est-à-dire les poulets surgelés importés, ne soient pas l'exclusivité des Pakistanais ou des Chinois, dont on ne connaît pas d'ailleurs ce qu'ils vendent, si ce sont des poulets ou ce sont des produits complètement frelatés. De Katumbi, on en a besoin de 200. Est-ce que, pour servir le Congo, il faut absolument devenir président de la République? Moi, vous m'avez posé la question tout à l'heure, est-ce que je ne suis pas frustré d'être celui qui a une plus grande longévité en politique belge en tant que Congolais? Plusieurs élections, je ne vais pas les évoquer pour ne pas être arrogant, etc., etc. Et je vous ai répondu qu'il y a des niveaux de pouvoir, on a la jouissance, l'exercice du pouvoir, tel qu'on n'a pas besoin d'occuper les titres. Il y a des gens influents dans tous les pays du monde, dans tout le gouvernement. Jacques Attali n'a jamais été Premier ministre. C'était l'éminence grise qui mettait dans les cerveaux de tous et qui a presque dirigé le monde. Donc, la question de la nationalité, il faut qu'il rentre au Parlement. Que les amis de Moïse Katumbi aillent convaincre les autres pour dire nous devons trouver une solution médiane. Merci. Mais allez dire que si on en discute, et la ligne rouge, cher monsieur, je suis vraiment désolé de vous dire que ça m'effraie. Donc, si vous êtes président de la République, je crains de ne pas pouvoir mettre les pieds là-bas, parce que si vous dites que tout sur la tout est, on ne peut pas causer. Allez causer. Merci beaucoup, M. Bertin Mampaka. Je disais que hier, c'était dans mon introduction, vous étiez CDH, socio-chrétien, aujourd'hui libéral MR. Merci. C'est un volte-face idéologique. Je ne parle pas de parti. Comment vous l'expliquez? Alors, je parle du volte-face idéologique. Vous devez savoir que le parti auquel j'ai appartenu pendant des années, je l'avais trouvé dans un état piteux quand je suis devenu membre du parti. Beaucoup de Congolais me disent, mais pourquoi tu n'as pas pris de responsabilités plus importantes à l'intérieur du parti? N'est-ce pas? C'est un mouvement qui est, je ne dis pas en décrépitude pour respecter les gens qui y sont encore, mais dont la doctrine n'a pas l'air de marcher. D'ailleurs, ils réfléchissent pas seulement à changer de nom, mais à changer l'offre politique pour que les gens puissent les suivre. Ils avaient déjà changé l'offre. Avant le CDH, on était passé de socio-chrétien à humaniste. De PSC à CDH. Et j'ai énormément contribué, n'est-ce pas? Tout le monde me le dit, le répète. Mais de socio-chrétien à l'humanisme au libéral, il y a idéologiquement... L'humanisme démocratique que j'avais défendu, n'est-ce pas? Ce sont des partis centristes. J'ai toujours dit ceci, ce n'est pas parce que je suis noir que je suis de gauche. À l'intérieur du CDH, j'ai toujours été défendu des valeurs humanistes, et bien sûr, libérales et démocratiques, comme le même humanisme qu'on retrouve aujourd'hui au mouvement réformateur. Ce n'est pas une question d'opportunisme, disons-le. Ce n'est pas un changement de fréquence à la congolaise ou à l'africaine? À vous, je dois la vérité, Christian Moussakouel. À vous, et je vous remercie de m'avoir invité sur Top Congo, la première radio subsaharienne. Et je peux quand même dire quelque chose de lâcher quelques comment on appelle, quelques vérités. J'ai perdu 1 200 € tous les mois en quittant le CDH. J'ai remis le poste de pratiquement vice-président de Parlement que j'avais à la suite de mon score toujours mérité dans ce parti pour rejoindre Georges-Louis Boucher, Charles Michel, Sophie Wilmès, Alexia Bertrand. J'ai trouvé une équipe jeune, bourrée, pas d'ambition, de créativité. Il y a un moment, pourquoi Lukaku est parti de là où il était pour aller jouer à Manchester? Ambiance, ambition. Tu peux être dans un club où les gens se contentent de rester en première division. Le Parti libéral et réformateur s'ouvre aux minorités. Il y a des formations politiques qui ont été envahies par des gens issus des cultures qui ne sont pas judéo-chrétiennes. Comment je vais dire ça sans me faire attaquer? C'est-à-dire, beaucoup de partis de gauche, du PTO au PS, il y a une espèce d'ouverture vis-à-vis d'une communauté, une culture. Le Parti libéral s'ouvre à tout le monde. Et j'ai le sentiment, comme j'ai demandé, sous vos micros à l'époque, aux minorités subsahariennes de me suivre à l'époque dans ce parti, où nous avions plus ou moins un boulevard,
je leur demande officiellement en disant un parti qui est au pouvoir, qui a 175 ans de vie, qui a vocation à négocier la 7e réforme institutionnelle, qui peut avoir une implication directe sur la vie de nos enfants, ici, de nos familles, en Afrique. Sachez, M. Lusakoueno, que quand le Congo va mal, chaque Congolais de la diaspora de Montréal, en passant par les États-Unis, Texas, Washington et consorts, jusqu'à Paris et Londres, n'est-ce pas? Quand le Congo va mal, les gens de la diaspora souffrent. Ce sont eux qui payent les soins médicaux. Ce sont eux qui maintiennent les familles à flot. Donc, pour que, je ne dis pas que le Congo aille mieux, nous avons tout intérêt, n'est-ce pas, à aller avec des partis qui sont capables de peser sur les décisions, n'est-ce pas, qui influencent les relations, n'est-ce pas, de l'Europe avec le Congo, parce que le Congo n'est pas un îlot. D'ailleurs, je constate et je dis bien que je vois les efforts que fait le président Tshisekedi pour désenclaver le Congo qui avait été diplomatiquement isolé. À Joseph Kabila, je lui dis toujours qu'il a eu pas le tort, n'est-ce pas? Mais ceux qui l'ont conseillé sur le plan diplomatique l'ont tué politiquement. Joseph Kabila a été isolé, le Congo, pendant des années. Et les conseillers diplomatiques de Joseph Kabila sont les premiers. Et si moi j'étais lui, je leur demanderais des comptes. Vous m'avez donné un mauvais conseil. Donc, pour revenir en disant, stratégiquement, n'est-ce pas? Stratégiquement, pour tout Congolais qui se respecte, pourquoi aller gaspiller? Allez, le PTB est très populaire et je peux les citer. Donnez votre voix au PTB, vous resterez dans l'opposition jusqu'à ce que vos enfants, n'est-ce pas, ne connaîtront que l'opposition. Parce que l'offre politique du PTB est séduisante, semble-t-il. Parlons du MR. Vous êtes donc parti au MR. Tout à fait. Par opportunisme ou par utilité pour la cause que vous défendez. Mais quelle est-elle? Est-elle socio-chrétienne, humaniste ou libérale? La liberté d'entreprendre, de s'exprimer, de concevoir. La liberté de créer, que le salarié soit reconnu, que l'entrepreneur soit rémunéré à sa juste valeur. C'est pas moi qui l'ai défini, le libéralisme selon John Maynard Keynes, c'est clair. Ces valeurs que j'ai toujours défendues à cette époque de ma carrière, à ce niveau de ma carrière, il est très important pour enfoncer les coups, que je continue à permettre à nos jeunes Africains qui veulent entreprendre, à l'Africain qu'on a considéré comme dépendant de l'aide sociale en permanence, c'est que l'avenir n'est pas au CPS ni au chômage, l'avenir n'est pas dans un logement social, n'est-ce pas? L'avenir est dans l'entrepreneuriat, dans la liberté. Nous devons demain, si on veut changer la vie de nos enfants ici, et pourquoi pas en Afrique, pas aller avec les plus puissants, avec une doctrine qui permet à chacun de pouvoir s'épanouir. Le parti réformateur, mouvement réformateur, m'a accueilli avec un enthousiasme où j'ai dit, d'abord je le remercie de l'accueil, à en croire les gens qui m'observent, il paraît que j'ai une seconde vie. Il paraît que je pétille d'enthousiasme, je suis dithyrambique sur l'accueil qui m'a été fait, je suis le 14e parlementaire au Parlement, là où je n'en ai pas vu un. Même mon ami Geoffroy commence de brancher avec lequel je m'étais disputé quand il était dans l'opposition, nous nous sommes rabibochés. Je ne dis pas que c'est le meilleur parti, tous les partis il y a toujours des rivalités, mais l'intérêt des minorités subsahariennes, entre autres, à Bruxelles, passe par leur présence dans les partis qui comptent. Et le parti qui compte, c'est le mouvement réformateur de Georges-Louis Boucher, Sophie Mess et Charles Michel et Didier Anders. Monsieur Bertin Mampaka, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie, Christian Lusakoueno, pour cet entretien où j'ai été peut-être un peu trop bavard, mais bon, vous savez faire parler vos invités, donc je ne fais pas exception. Et bonne continuation avec Top Congo, qui fait du très bon travail. Et si vous ne le dites pas, mais dès Bruxelles, il y a le dit hôtel juste en face de nous. Nous sommes dans la tour du Bastion, un endroit magnifique, et je suis très fier de voir l'évolution de Top Congo et surtout le travail que vous faites pour l'information, car la liberté, c'est la liberté d'informer, aussi d'écrire. Leaders dans leur secteur à l'étranger, ils restent toujours tournés vers la RDC. Mais qu'en pense-t-il? Top Congo FM 88.4, première radio d'information en République démocratique du Congo. En direct de la diaspora. Élu plusieurs fois en Belgique, conseiller communal, député et sénateur, je reçois ce mardi 7 septembre Bertin Mampaka, l'ancien vice-président du Parlement bruxellois.